Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 janvier 2019. Peut-être cette vidéo-là va être longue parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je voudrais faire le point sur le projet Lecture dans ma bibliothèque, volume 1, Lecture dans ma bibliothèque, volume 2. Il y a quelque temps, j'ai un ami Facebook qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute cette vidéo, qui est un grand passionné de pataphysique. Voilà. Et j'ai plusieurs cahiers de la pataphysique, des choses assez rares en librairie. Et j'ai vu ce jeune homme se languir auprès de Jarry et de ses, de ses émules, de ses imitateurs, aurais-je envie de dire. Et je lui ai proposé un marché. Celui d'enregistrer, de graver les 1081 vidéos qu'il y a sur ma première chaîne, Lecture dans la bibliothèque, volume 1, et d'enregistrer également sur la deuxième chaîne. Je n'ai pas compté, je pense qu'il doit en avoir peut-être 250 sur le volume 2. Et sans doute celle-ci que vous écoutez va soit être la première du volume 3 ou la dernière du volume 2 ou un entre-deux. Alors, je ne sais pas, c'est pas encore fixé. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce désir-là d'archiver et d'aller déposer? Alors, c'est pas tout. Alors, je lui ai demandé également de, de colliger par apparition, par ordre d'apparition, les 1081 vidéos. La première de toutes, il faut que je vous en dise un mot, je l'ai consacrée à un extrait de Marc-Édouard Nab, l'enculé, qui raconte que euh, Dominique Strauss-Kahn se retrouve dans une prison new-yorkaise suite aux accusations qui lui ont été faites d'avoir violé une employée du Sofitel. Et il se retrouve donc dans cette prison-là new-yorkaise à se torcher le cul avec la nuit d'Elie Wiesel. Bon, c'est pas très édifiant, mais j'étais, je sais pas, mu par une sorte de d'impulsion. J'ai eu envie de lire un passage où il parle à ses testicules. Voilà, ça me revient. Dominique Strauss-Kahn parle à ses testicules. Il les accuse, sans mauvais jeu de mots, de les avoir mis, de l'avoir mis dans de mauvais draps. Et, euh, et le lendemain, j'ai constaté qu'il y avait eu peut-être une petite dizaine de personnes qui avaient écouté ça sur YouTube. Ah, je trouve ça assez étonnant. En effet, j'ai poursuivi ma lecture. Et là, j'ai vu que le nombre d'auditeurs, enfin, pour cette première vidéo-là de Marc-Édouard Nab, eh bien, augmentait sans cesse. Plusieurs semaines plus tard, j'ai eu la clé de l'énigme, parce que pour moi c'était très intriguant. Marc-Édouard Nab avait mis sur son site internet la vidéo en question en disant un Canadien lit l'enculé. Ah, ce qui expliquait. Alors après ça, j'en ai fait, je suis parti sur une séquence et là j'ai été pris d'une véritable frénésie. Et ma façon de lire, ma façon même de- d'envisager le rapport à la lecture, il y a eu toute une réflexion qui était faite lire à haute voix. Je me suis mis à acheter, à lire des livres sur le sujet. Je ne prétends pas être nécessairement un bon lecteur là, oral, parce que il y a, un- il y a une manière de lire, il y a un ton, il faut les bons espacements, le bon rythme, le bon souffle. Faut pas que ce soit monocorde, faut pas qu'il y ait trop d'emphase, ou qu'il y ait de l'emphase aux bons endroits. Il y a un véritable travail d'interprétation quand on lit un texte à haute voix. Ce qui n'est pas le cas quand on lit avec les yeux. J'avais même développé au fond une théorie de lire avec les yeux. C'était une façon de ne pas lire vraiment
avec son corps. Alors, je veux développer, pas des théories, je ne crois pas avoir rien développé, je vais avoir jamais rien créé comme théorie, mais ça avait assurément changé mon rapport à la lecture. Je me revois les, aux premiers mois de 2012, il y a déjà 7 ans, dans mon lit, en train de tester littéralement des types de lecture. Alors, je comprenais qu'il y avait des auteurs, en les lisant à haute voix, que j'arrivais pas à m'assimiler, que j'arrivais pas à m'incorporer. Et d'autres, ça coulait de source, c'était très facile. J'ai constaté très très rapidement que les auteurs québécois, je me les incorporais aisément, presque sans effort. Presque, et je considère que les meilleures lectures que j'ai faites sur cette première chaîne-là ont été consacrées à des auteurs québécois. Je pense ici à Régent Ducharme, à Nelly Arcan. Peut-être je vous ai raconté, sans doute, hein, dans une de ces innombrables vidéos, qu'à Côte-des-Neiges, peut-être un an après avoir fait 3 vidéos sur Nelly Arcan, il y a un vieux monsieur qui est rentré à ma librairie en... qui avait écouté ces 3 vidéos-là et qui était venu me serrer la main et qui m'a dit qu'il avait lu Putain de Nelly Arcan et qu'il n'avait pas aimé ça. Et que cette lecture que j'avais faite l'avait tellement touché, l'avait tellement ému qu'il en avait pleuré et qu'il avait traversé la ville finalement pour me faire part de son émotion et qu'à la suite de ma lecture, il avait relu à nouveau Nelly Arcan et que là, il avait tout compris. Il avait tout saisi, l'intelligence, la finesse, le tragique de ce texte. C'est un texte. Gilles Marcotte parle de jansénisme. Hein? C'est âpre, c'est rude, c'est... Oh, faut l'estomac bien accroché. Hein? C'est une perte immense, Nelly Arcan. Alors, je ne vais pas tout vous raconter dans le long et en large toutes les anecdotes qui sont liées à ces vidéos-là. Il y en a, sont innombrables, c'est même inouï, je dirais. En tout cas, à mon sens à moi, c'est considérable. Mais ce qu'il faut retenir, c'est comment l'écriture lue d'un auteur finit par être incorporée dans notre propre corps, avec notre propre voix et avec nos propres oreilles aussi. Alors, ça crée une sorte de dynamique que les comédiens, évidemment, connaissent bien, eux dont c'est le métier de, de- d'incarner des textes. Eh bien, mais un lecteur aussi peut lire autrement les choses. Tout ce long préambule pour vous dire que le jeune homme pataphysicien est à pied d'œuvre. Il m'a envoyé un courriel à 5h30 ce matin pour me dire qu'il travaillait d'arrache-pied. Peut-être craint-il que je change d'idée. Euh, je ne changerai pas d'idée. La proposition a été faite en bonne et due forme. Et quand le contrat sera terminé, eh bien, il pourra venir chercher sa pile de pataphysique, sa pile de cahiers de pataphysique. Et voilà. Et là aussi, donc, on va faire ce qu'on va faire, c'est qu'on va, après, quand tout ça va être colligé, je vais en faire plusieurs exemplaires et je vais aller déposer ça à la grande bibliothèque avec un index, des titres, des auteurs traités et de la durée, la durée de la vidéo. Alors, il va y avoir en tout cas, pour l'instant, il va y avoir 2 volumes. Volume 1, volume 2. Le volume 1 couvre la période du 4 décembre 2011 avec cette première vidéo de Marc-Édouard Nab. Et ça doit se terminer autour de 2014 ou peut-être 2015, parce qu'à 2014, il est survenu un événement absolument grandiose dans ma vie. J'ai rencontré la femme de ma vie. J'ai rencontré enfin l'amour. Vous le savez, ceux qui me suivent, ils savent, je suis rentré dans un ordre et, euh, et pour moi, c'est extraordinaire. Alors,
vous le savez, je me suis tartiné le dernier Houellebecq. Franchement, là, c'est pas juste mauvais, c'est faux surtout. C'est faux de A à Z. Et je n'irai pas en dire davantage. De toute façon, je n'ai même plus envie de vous en parler. Et puis, c'était le seul mauvais livre que j'aurais lu en 2019. Et comme lui, il en fait paraître un à tous les 4 ans, c'est comme les élections. Hein. Alors, probablement, dans 4 ans, je vais lire aussi son plus récent livre. Et sans doute aussi, peut-être que là, les critiques, les journalistes, euh, j'ai même lu sur mon mur, en fait, sur le mur de quelqu'un d'autre, on comparait euh, sérotonine à Belle du Seigneur. Vous voyez, sorte. Mais je ne peux pas croire de toute façon, pour lire vraiment, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps, au moins quelques heures par jour. Et j'ai peine à croire que tous ces critiques, tous ces journalistes-là, qui courent partout, aient vraiment le temps nécessaire pour lire correctement un ouvrage. Et la volonté aussi, l'énergie, le souhait. Ça m'étonnerait. Alors, c'est des lecteurs pressés, c'est des lecteurs mal formés, pour la plupart en tout cas. Et ils suivent le buzz. Et le buzz est pas extraordinaire. Il y a Éric Poindron qui partageait une citation de Barbé d'Aurevilly qui sortait d'une pièce de théâtre. Et on lui demandait à Barbé d'Aurevilly comment il avait aimé sa pièce. Euh, et là il a descendu la flamme. C'était abject, c'était imbuvable, c'était mauvais, c'était dégoûtant. Et, et là, son vis-à-vis lui réplique, oui, mais le public a aimé ça, là, de Barbé de répliquer, ouais, ben, il est bien le seul. On l'aime, celle-là, elle roule. C'est une réplique savoureuse, évidemment. Le public peut avoir tort. Hein. Le public peut avoir tort. On peut être tout seul à avoir raison, même. Très, très long préambule. Tellement long préambule. 12 minutes 14. Est-ce que je vous fais une vidéo en 2 parties ou je continue? Je vais continuer. De toute façon, on n'est pas obligé de m'écouter. Hein? Bon. Alors, je voulais vous parler de quelque chose. D'un livre. On peut appeler ça comme ça. Ça a l'air d'un livre, mais c'est pas vraiment un livre. Ça a la forme d'un... Non, ça n'a pas la forme d'un livre. Ça a plutôt la forme de ceci. Et c'est... Alors, il y a tellement de choses à dire sur cette chose-là, qui n'est pas vraiment un livre, mais qui ressemble à un livre, mais qui pourrait être un livre, mais qui n'en est pas un, qui m'a, lorsque je l'ai lu, je n'ai pas les mots pour vous dire mon enthousiasme, ça m'a subjugué, mais là où ça m'a aussi subjugué, c'est, parfois il y a des... Ça me chagrine un peu de le dire, mais il y a une telle coïncidence de pensée entre Kenneth Goldsmith et votre humble serviteur. Et je vous montre ceci, peut-être que je vous ai déjà montré ça, c'est pas grave. C'est la première publication à vie de votre humble serviteur. J'ai un tout petit texte d'à peine 3-4 pages, même pas, publié aux éditions Guérin, dirigé par Yvon Boucher. Les saisons littéraires. Alors, c'est le semestre printemps 2000. Alors, et j'y faisais l'apologie du plagiat. C'est une vieille idée, l'apologie du plagiat. Hein? C'est une vieille idée. Je ne crois pas avoir rien inventé dans le sujet. Mais il y avait une dimension à ma réflexion où je m'en allais aussi vers l'échantillonnage, évidemment l'appropriation, dont je suis un ardent promoteur, et dans l'objet que je vais vous montrer, Kenneth White dit à peu près les mêmes choses. Attendez, j'en ai sorti quelques-uns. Attendez, je vais vous en lire un de Kenneth White, puis je vais vous lire ce que moi j'ai écrit là-dessus. Plagiez vos plagiaires, trafiquez vos trafiquants, piratez vos pirates. Alors moi j'écrivais, toujours en 2000,
le sommet du plagiat, copier un journal intime. Le plagiaire choisit l'autofiction, un peu de vrai, beaucoup de faux, un peu de soi, beaucoup des autres. Les plagiaires sont des génies comme tout le monde. Le plagiat est illégal, ce qui est en soi une excellente raison de le pratiquer. Kenneth Goldsmith. L'information est comme une banque. Notre travail est de braquer cette banque. Les beaux esprits traquent les plagiaires comme la police les échangistes. L'apprenti plagiaire s'interroge sur la singularité de sa démarche. Qu'il se rassure, on n'est jamais aussi original que l'on croit, ni aussi imposteur que les autres peuvent l'imaginer. Tout à l'heure, j'ai retranscrit sur ma page Facebook, sur mon mur Facebook, cette citation-là, sauf qu'au lieu de mettre que les autres peuvent l'imaginer, que les autres peuvent le subodorer. Je trouve ça sonne mieux. Le cyberplagiaire ne se fait pas interner, il se fait interneter. Les figures emblématiques du plagiat, Pascal, Lautréamont, moi, Stendhal, Duchamp, Debord, Aquin, toi. La guerre des mots. L'éditeur pilonne ce que l'auteur a pillé, chacun reste sur ses positions, les francs auteurs sont embusqués. L'archive, c'est le nouvel oubli. Quand on lui a demandé, à la fin de sa vie, comment c'était d'être artiste, Jean Dubuffet a répondu « J'ai l'impression d'avoir été en vacances pendant ces 40 dernières années. » Un dernier de moi, tenez. Hein? Le plagiaire est redouté par les éditeurs, ces rançonneurs de bourses, ces boursicoteurs d'ego, ces tripoteurs de petites bourses. Le plagiat est un geste d'amour guidé par des motifs narcissiques, les seuls qui tiennent la route quand nos amis nous quittent, outrés de ne pas avoir su être dignes d'être plagiés. Alors voilà. Alors ce qui s'est passé avec ça, les saisons littéraires, c'est que, je vais dire enhardi par mon succès. Après que ce truc-là a été publié, je suis passé à la radio, à une radio communautaire où j'ai le verbatim de tout ça, où je trouvais ça assez étonnant qu'on se fasse inviter à la radio pour un texte de 3 pages. Et l'auteur, l'animatrice dit, elle est auteure également. Elle était, en tout cas, elle était très, très, très enthousiaste. Pour elle, j'avais créé quelque chose d'inouï. Alors là, j'en ai rajouté. Il y a eu, après ça, j'ai fait le numéro 19, j'ai fait le numéro 20. Et puis, en tout, ces histoires-là de plagiat, mais de détournement, d'appropriation, de tout est à nous, au fond. L'idée générale, c'est que il n'y avait de véritable création que dans le lien. Voilà. Et faire des livres pour faire des livres, peut-être ça n'a pas d'intérêt. Hein? Pour moi, je l'ai dit souvent, je ne lis pas pour apprendre. J'ai appris à lire déjà à l'école primaire. Hein. Bon, ce que j'avais à apprendre là, dans la vie, les choses qui peuvent permettre à un être humain normalement constitué de se débrouiller, je les ai appris à l'école primaire. Tout le reste, après ça, ce que j'ai appris, heureusement, j'ai réussi quand j'ai compris la leçon. Je pense qu'à partir de l'école primaire, la seule chose qu'on apprend, c'est à apprendre à rester assis. Et rester assis, c'est très utile dans une vie. Hein? Alors, si vous passez dans votre enfance 7 ans, 8 ans assis, il y a de très très bonnes chances que vous ne quittiez jamais votre emploi. La leçon, vous l'aurez appris, reste assis. Alors, moi, cette leçon-là, non, c'était pas pour moi. Alors, j'ai quitté l'école assez tôt. Je pense avoir fait un excellent usage de mon école primaire. D'ailleurs, c'est le seul diplôme que je possède réellement, un diplôme d'école primaire.
Heureusement, je n'ai pas à postuler ni à créer, à m'inventer, en fait, un CV. Je n'ai pas à m'inventer une vie. Ça fait 25 ans que je suis libraire. Mais la question qu'on peut se poser, qu'en fait, que moi je me pose plus, mais que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi je suis devenu libraire. Bah, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime vraiment. C'est-à-dire lire, écrire et déconner dans ma tête. Ça, j'adore déconner dans ma tête. Des fois, je suis assis, là, aujourd'hui, non, ça a été occupé à la librairie. Mais hier, ça a été plutôt tranquille. Là, je suis assis, là, je regarde les rayonnages, là. Et je mets pas de musique, hein, je mets plus de musique. J'en mets jamais pratiquement de la musique à la librairie. Et là, je regarde les rayonnages, là. Et je suis bien. Le monde court à sa perte. Tout semble fini. Moi, je suis entouré de pure merveille. Je suis entouré d'auteurs fabuleux. C'est plein, plein de merveilles. Il y a plein de gens intelligents qui écrivent, qui réfléchissent. J'apprécie beaucoup, 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 beaucoup mon passage sur Terre. Je trouve que j'ai une vie significative. J'adore exister. Et alors, je vais revenir sur... Je pense que je vais être obligé de faire une deuxième partie. Là, je suis rendu déjà à 22 minutes. Je voulais vous offrir une expérience sonore. Je pense que je vais garder ça pour demain matin. Ouais, demain matin, avant d'ouvrir la librairie, là, je vais faire la... Ça va être la vidéo en deux parties. Mais je vais quand même vous montrer le fameux théorie en question de Kenneth Goldsmith. Comme je vous dis, ça a l'air d'un livre, mais c'est pas vraiment un livre. Oh, peut-être que je vais vous lire un ou deux petits passages. Ou un long, même, en fait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je sais que je l'ai déjà fait. En 2015, à l'été 2015. Ça fait déjà, enfin bientôt, ça fait 3 ans et demi. Je vous en ai parlé. Je me revois dans la cuisine, cuisine québécoise, comme dit Fabienne. Dans la cuisine de chez Fabienne, dis-je, sur la rue Ontario, rue où je suis né. Alors ça, c'est une autre histoire. Mais je vous raconterai ça aussi, une autre histoire. Parce que tomber en amour pour de vrai, dans le lieu de sa propre naissance, c'est comme une renaissance. Hein? Je suis tombé en amour et j'ai vécu pendant des mois dans un état de félicité sur la rue où j'ai grandi, qui est une rue abominable. Mais là, j'étais au paradis. Ah, on a eu des moments extraordinaires. En fait, Fabienne dit toujours, parce que au tout début, là, elle le dit moins, parce que peut-être qu'elle, non, je suis certain qu'elle trouve qu'on n'en a pas assez vécu, mais des fois, elle dit, on va faire ça parce que ça va nous faire de beaux souvenirs. Alors, on vit des moments présents, on vit des moments extraordinaires au présent en se disant, waouh, ça va nous faire des beaux souvenirs pour plus tard. Ça aussi, c'est un beau conseil de vie qu'on pourrait se donner, c'est faites des choses qui vous plaisent maintenant et en se disant que vous allez les archiver et que ça va vous faire une sacrée belle banque de beaux souvenirs. Alors, je vous montre en théorie à quoi ça ressemble. Voilà. Ça ressemble à ça. Une rame de papier. C'est comme ça que ça se présente. Vous voyez, on s'en est une. Eh bien, théorie vient comme ça. Ouais. Une bande de papier. Attendez, je vais aller chercher la page couverture des formations professionnelles. Vous voyez. J'étais tellement enthousiaste, j'aurais dû faire attention, hein, mais on fait quoi quand on reçoit une rame de papier? On l'ouvre, on réfléchit pas. Mais, c'est une rame de papier? Mais non, c'est pas une rame de papier. Non, mais c'est pas un livre. Mais non, mais c'est quoi là? C'est du texte. C'est du texte qui se présente comme ça. Ouais. Photocopie. Ouais. Et je vais avant, je l'ai pas oublié de toute façon.
Regardez, j'avais fait le parallèle parce que c'est tellement saisissant. Et puis, les vidéos aussi, parce que Kenneth Goldsmith a créé le site UbuWeb, qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos. C'est quelqu'un qui est dans le multimédia, comme on dit. Et moi-même, je fais du multimédia. J'ai fait du multimédia sans même m'en apercevoir. Et on me dit, ouais, ben t'es bon. Ouais, pratiquer tout seul dans mon sous-sol. Hein? Pratiquer tout seul dans mon sous-sol comme... j'ai gossé mes affaires, comme on dit. Hein? Avec une petite webcam, 50$. 50$, une connexion Internet. Pouf! Je me suis fait plein d'amis. J'ai appris j'ai appris à réfléchir, n'exagérons pas. Mais du moins, j'ai appris à m'exprimer tout seul à voix haute. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit. Alors, pour faire le parallèle entre mes petits plagiats à moi et la vaste théorie appropriationniste de Kenneth Goldsmith, je vais en lire un. Nous nous inquiétons trop de l'originalité. Même si on fait le même projet qu'un autre artiste, il ne pourra jamais être identique. Quoi méditer là-dessus, hein? Tous ceux qui veulent être original. Moi, je renonce à l'originalité, ça c'est clair. Si ce n'est pas prétentieux, n'ayez pas confiance. Hein? Si ce n'est pas prétentieux, n'ayez pas confiance. Alors, est-ce que je vous annonce le programme de demain? Ouais, demain, je vais... Ça, c'est ma page Facebook qui est ouverte, qui a une petite notification. Alors, écoutez. Ce que je vais faire, je vais vous lire ceci, une page au complet. C'est une des rares pages, ça a 500 pages, hein, ce truc-là. Cette rame de papier-là, théorie, publiée chez Jean Boîte. Et demain, je vais vous parler de ceci. L'écriture sans écriture du langage à l'âge numérique, traduit par mon ami François Bon. Et c'est François Bon qui est un... François Bon aussi, hein, c'est incroyable les vidéos qu'il fait, les textes qu'il écrit. C'est incroyable. Pour moi, c'est complètement épatant. C'est époustouflant. Je me demande s'il dort la nuit, François Bon. En fait, je pense qu'il dort plus. En fait, j'ai l'impression qu'il ne dort plus. Il est... c'est une espèce de cerveau relié à divers appareils. Il est branché de partout. Il est littéralement branché de partout. Je ne sais pas si je vais lui montrer. Regarde, François. Eh oui. Voilà. Tu vois? C'est un bon garçon qui suit les conseils. Et ça a l'air que ça fonctionne bien, ce bidule. Hein? Mon Blue. Il est beau. Je l'aime bien. Je trouve que ça en jette. J'aime ça parler. Il m'inspire, mon bidule. Et donc, c'est François Bon qui, sur son site, le tiers-livre, fait mention de cet ouvrage-là de Kenneth Goldsmith. Et ce qu'il en disait, bien évidemment, m'a convaincu de me procurer l'ouvrage, mais c'est un livre collectif qu'on est en train d'écrire. Peut-être que c'est vrai qu'on est après le livre. Là, il faut créer des liens. Je pense qu'on est des livres vivants. Il faut... l'écrivain, là, enfermé dans sa tour d'ivoire, bien évidemment, c'est terminé. Les livres qu'on attend aussi, c'est terminé. Le bel exemple, c'est... est-ce que je me cite? Ouais, tenez, je vais me citer. Parce que, avec mon appareil, je peux, et c'est ce que j'ai fait, je vais me citer moi-même. Et voilà. Concernant la conclusion du livre de Houellebecq, ce qu'il dit, la messe est dite. Ah oui, Houellebecq dit que la littérature, ben, c'est mort, c'est fini. Bon. Alors, moi, j'écrivais le 9 janvier, hier, à 9h01, à 9h21, dis-je, la messe est dite. Avoir raison à contrario. Sur ce coup, je rends les armes. Houellebecq affirme que la littérature, cette vieille momie, est bel et bien morte.
vu les éloges hyperboliques qui s'abattent sur son ouvrage, je reconnais qu'il a raison. Et v'là. Et là, après ça, là, à 7h, à 21h17, donc 12 heures plus tard, continuer à mariner dans mon indignation, je dirais. Continuer à macérer mon mécontentement. Quand on n'a que l'amour. Parce que vous comprenez, je n'ai pas l'habitude de lire des choses qui me déplaisent. Hein. Moi, non. J'ai pas quitté l'école si tôt pour rien. Je suis pas resté assis le temps nécessaire. J'ai déguerpi. De l'avantage de la fuite, j'ai retenu les leçons. Non, ça me plaît pas. Ciao, amigo, je m'en vais. Quand on n'a que l'amour. Voyez ce qui arrive quand je lis des mauvais livres. Je deviens une gale, un furoncle, une poche de pu, un point noir indéracinable, un chancre mou, une outre de fiel, une vasque de glaire, un sac à merde, un vomi empaillé, une viande dévorée par les asticots, un clou faisandé, une pomme de route desséchée. Bref, je deviens une chose répugnante. Conclusion, je ne suis fait que pour l'amour. Que l'amour, je vous dis. Oui, que l'amour. Eh bien voilà. Voilà. Quand on a pris si tôt l'habitude d'admirer, on ne sait plus faire autrement. Alors c'est pour ça que je ne deviendrai jamais critique littéraire. Je pense que je ferais payer aux auteurs ma mauvaise humeur. Et puis, n'importe qui a pu l'avoir observé. On a toujours de l'esprit aux dépens d'autrui. Hein? Alors, je me pompe, là, je deviens, puis je deviens d'une pure mauvaise foi, jouissante, jubilante. Et, j'étais tellement de mauvaise humeur. Tenez. Parce que, après avoir écrit ça, tenez, on va finir là-dessus. Je vous lirai, tenez, demain je vais revenir sur Kenneth Goldsmith de toute façon, et j'aimerais bien vous faire entendre le son de mon nouvel appareil. Sophocle à Outremont. Le Bernard Madoff littéraire de notre temps, on aura reconnu c'est qui. Qui aura l'envergure d'être le Vincent Lacroix littéraire du Québec? Vincent Lacroix, c'est un escroc qui avait une compagnie de fonds d'investissement qui a filouté des milliers de personnes pour des centaines de millions de dollars, beaucoup d'argent. Et je ne sais pas où il est rendu, Vincent Lacroix, là. Robert Morin lui a consacré, pas un documentaire, là, une fiction. Il est bon, Robert Morin, c'est un bon cinéaste, c'est un de nos meilleurs. Et la chasse une sorte d'oiseau, la pilopette, dont je me souviens pas, en tout cas vous le savez sans doute, c'était pas mal bon. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu, Vincent Lacroix. Là, il est sorti. Probablement, je sais ce qu'il est ruiné. Mais, franchement, là, faut bien avoir de l'argent pour confier son argent à quelqu'un. Hein? Ça, c'est pas à nous autres que ça arriverait. Hein? Alors, le roman débute. Alors, je me suis dit, on va essayer de faire, qu'est-ce que ça aurait l'air de quoi, moi, si je devenais genre un Houellebecq québécois? Comme dit mon ami Robert Hébert, les Houellebecqueries de Bruno Lalonde. Le roman débute sur la rue Dollard ou sur la rue Antonine Maillet à Outremont. Le narrateur protagoniste a 28 ans. Il se peinte dans le sous-sol de sa mère divorcée. Le banal de l'affaire, il baise avec sa propre mère, qui est une alcoolique finie, qui se biture au Coco Chanel. Ici intervient un amour de jeunesse de la marâtre Descaties, un quinqueur roublard qui œuvre dans le monde de l'édition. Les trois zigues en mal de pognon et de notoriété engagent un nègre qui va relater les amours incestueux de ce couple nouveau style. Le scandale est assuré, ou presque, le marketing, hélas, n'est pas une science exacte. Mais le père vend l'affaire et décide de mettre un contrat sur son fils dégénéré. Pour ce faire, il rencontre dans le parc Saint-Viateur le fils d'un haut placé du Politburo de Québec solidaire,
Le bougre est un junkie édenté qui est prêt à tout pour se refaire une dentition et quelques petits fixes au passage, mais l'aventure tourne court. La suite demain. Hein? Alors voilà, ben la suite demain, ouais, 35 minutes 14 secondes. C'est une longue. Il y a des choses à vous dire. Alors, j'ai bien hâte je vais vous raconter la suite, comment ça va se terminer, cette histoire-là de mes vidéos qui vont être déposées à la grande bibliothèque avec un index. Et je vais peut-être me trouver, demander à un ami, un bon ami écrivain, de faire la préface, essayer de raconter un peu de cette histoire-là, un peu incroyable d'un libraire qui, dans son sous-sol, a rendu compte de plus de 1400 vidéos. J'ai dû traiter, j'ai dû parler, j'ai dû évoquer 800 auteurs, au bas mot, 800 auteurs. Dans toutes les... Je ne suis pas un lecteur idéologique, hein. Moi, on me dit Dieu existe, j'y crois. On me dit Dieu n'existe pas, ben je redeviens athée. Moi, je suis tellement influençable. C'est incroyable. Je suis une feuille au vent, au fond. Et ce que j'aime, c'est la musique. Ouais, la musique. La belle musique. C'est ça que j'aime. Bon, ben écoutez, c'est pas mal tout pour aujourd'hui, parce qu'on va pas rajouter une autre demi-heure à cette déjà très longue vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pas la première, j'ai perdu les clés, j'ai plus accès. Ça, c'est une autre histoire. Donc, je peux même pas lire, j'ai même pas les notifications de ceux qui sont d'accord ou pas d'accord. J'aime pas. Bon. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et la deuxième, par contre, ben oui, là, je reçois les notifications. Alors, j'y réponds quand j'ai quelque chose à dire. Des fois, je réponds pas parce que j'ai rien à dire. Hein? Je me suis réservé le droit de rien penser. Alors, vous avez noté. Alors, ben voilà, c'est un droit que j'ai. Et ben, je vous invite aussi à nous rendre visite à cette librairie d'occasion, le Livre Voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Rencontrer Fabienne, aller voir les œuvres qui sont sur les murs, les œuvres qui sont derrière moi, sauf la sculpture qui vous jette un œil un peu inquiétant. Cette sculpture-là, elle est de Luc Guérard, mon ami Luc Guérard, l'artiste que j'aime beaucoup, qui a eu la gentillesse, la bonté de se faire interviewer par moi dans une vidéo. Faites Luc Guérard, Bruno Lalonde, vous allez trouver ça sur Google. Vous allez chez lui avec Michel Bellil. C'est Michel Bellil qui a fait le montage aussi. Fait la trame sonore. C'est du beau boulot, franchement, du bon boulot. Et voilà. Et écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Vous pouvez me rejoindre 514-737-0999. Vous pouvez aller vous balader sur ma page Facebook qui est ouverte à tout venant. Et ben voilà. Je vous invite pas à devenir un ami. Je suis un ami envahissant, le genre d'ami, vous ne pouvez pas se débarrasser après. Là. Remarquez, il y a les applications Facebook. Vous pouvez me dénotifier. Vous pouvez me défriendly, aussi comme on dit. Pas grave, je ne suis pas susceptible. Les contacts Facebook, c'est bien. C'est de l'amitié aussi. Mais on aime le concret, nous autres. Hein? Alors, je vous remercie. Portez-vous bien. À demain. À demain matin pour la suite. Kenneth Goldsmith, François Bon, Epson. Merci. Bonne journée. Bonne soirée.